C'est un réel plaisir de vous retrouver une fois encore sur votre émission Free Speech où nous parlons l'actualité. Et l'actualité, nous allons parler cette fois-ci sport, ce qui n'arrive pas dans tous les numéros. Alors, il est reconduit à la tête de la Fédération béninoise de football. Mathurin Deschacus a encore un autre mandat de 4 ans pour conduire la maison du football béninois. Un regard sur les 4 ans passés déjà à la tête de la FBF nous plonge dans des moments d'émotion tant positifs que négatifs. Comment pouvons-nous apprécier le bilan de cette fédération ces dernières années et quels seront donc les grands chantiers qui attendent, n'est-ce pas, la nouvelle mandature de Deschacus? Des préoccupations qui vont trouver sans doute de réponses à travers les analyses de 2 sachants du domaine qu'on ne présente plus. Il s'agit bien évidemment des 2 invités. Eman Rodrigue Amegan, bonjour. Bonjour Louis, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes journaliste à la télévision nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un bonheur de partager ces moments avec vous. Mémo Couton, bonjour également. Bonjour Louis. Vous êtes consultant sportif, journaliste également. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors nous allons parler de la Fédération béninoise de football. Je l'ai dit tantôt dans mon introduction. Mathurin Deschacus avec son bureau qui sont reconduits, n'est-ce pas, pour les 4 prochaines années. Est-ce que vous avez été surpris de voir Mathurin Deschacus, n'est-ce pas, réélu à la tête de la Fédération béninoise de football? Non, j'avoue que non. Je n'étais pas surpris parce qu'il était en roue libre. Il n'avait pas de candidat en face. Tous ceux qui ont eu même l'envie de se porter candidat n'ont pas. Ce rêve est resté juste rêve à leur niveau. Ils n'ont pas eu le courage. Pourquoi? Est-ce que vous avez une idée de ce désistement de ces derniers qui avaient nourri quand même l'ambition de... Bon, est-ce qu'on va même parler de désistement? C'est au niveau de chaque état-major qu'on apprend que telle personne veut se porter candidat. Donc, il n'a jamais eu une candidature officielle autre que celle de Mathurin Deschacus. Donc, je pense que personne n'a à justifier quoi que ce soit. Et autant ils savent ce qui les enchante, ils savent ce qui les encourage à faire ou à ne pas faire, à aller contre Mathurin Deschacus ou à continuer par lui tenir, je vais dire, le sac et puis le suivre. Donc je pense que chacun doit savoir ce qui lui revient en bien ou bien ce qu'il considère comme être bon ou mauvais. Pour ce que je sais, c'est qu'ils n'ont pas eu le courage, aucun d'eux n'a eu le courage. Quand bien même, en off, il critique le monsieur et aucun d'eux n'a eu le courage, n'a eu le toupet de dire « je suis candidat face à Mathurin Deschacus ». Donc c'est tout ce que je retiens. Il était en roue libre et puis ce n'était pas une surprise à l'élection. Eman Rodrigue Amegan, Mathurin Deschacus avec absence de challenger lors de cette élection, qu'est-ce que cela voudra dire précisément selon vous? Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que Mathurin Deschacus a certainement convaincu les acteurs du football qui se sont entendus une fois encore pour le reconduire à la tête de notre football. Il ne vous a pas échappé que le personnage lui-même au détour de ses déclarations, c'est vrai, très souvent loufoque, bien souvent controversé. Il ne vous a pas échappé donc que Mathurin Deschacus lui-même a dit que s'il est à la tête de la Fédération béninoise de football, c'est une pure volonté du chef de l'État, Patrice Talon. Donc, quand on sait que quand celui qui est à la tête de la Fédé lui-même dit qu'il est là grâce au chef de l'État, Patrice Talon, est-ce que quelqu'un aujourd'hui a le courage d'aller contre celui qui aurait été, parce qu'on n'a aucune preuve, celui qui aurait été porté ou soutenu ou intronisé par le chef de l'État, quand on sait d'où l'on vient, parce que vous le savez, notre football n'a jamais été un long fleuve tranquille, ça a été une succession de crises et de crises, et qu'on le veuille ou non, en 4 ans, c'est que on a traversé une telle tranquillité qu'on aurait toujours aimé avoir dans notre football. Et donc, clairement, il y a de ces résultats là qui parlent en sa faveur et il n'y avait pas forcément d'arguments à brandir pour aller contre ou du moins d'arguments solides pour aller contre, je vais dire, son mandat de 4 ans. Et donc clairement, certainement ou assurément, les challengers ont manqué d'arguments et peut-être aussi n'ont pas voulu aller contre le choix de celui. Alors si on devrait apprécier, n'est-ce pas, le bilan de la gestion de Mathurin Deschacus à l'interne
par exemple, que diriez-vous de ces 4 dernières années? À l'interne, je ne comprends pas. C'est-à-dire au sein du bureau. C'est vrai, tout à l'heure, vous avez évoqué du fait que par le passé, on n'a pas eu de tranquillité, mais cette fois-ci, on note quand même cette stabilité au sein même de cette fédération. Comment cela s'est produit? Vous savez, on venait de loin. On venait de loin. On a traversé toutes sortes de crises. On ne va pas faire la jeunesse du football béninois par ici. Non, mais tout. Dans un passé récent, on savait qu'il y avait des clans. Il y avait des clans de X, des clans de Y, des clans de Z qui tiraillaient pratiquement dans les médias. Chaque jour, il y a toujours une affaire rocambolesque qui sortait. Il y avait ces courriers de la FIFA, ces courriers de la CAF qui venaient. Il y avait, je crois, ces émissaires qui sont devenus célèbres par ici. Primo Covaro, Prosper Abega et d'autres. Sidi Diallo aussi, paix à son âme, ancien président donc de la fédération ivoirienne de football, qui ont joué la médiation par ici. Donc, quand on sait d'où l'on vient et qu'on a vu la médiation, il est évident, on l'a tous suivi dans l'actualité, la médiation du chef de l'État, où on est parvenu à asseoir un bureau consensuel. Un bureau consensuel dirigé par Mathurin de Chacus, je crois, d'accord, que cela augurait d'un renouveau, d'une renaissance, comme eux-mêmes ils l'ont dit, pour le foot béninois. Et cela s'est fait ressentir en 4 ans. Il y a eu une accalmie, une stabilité, une accalmie, une tranquillité plus ou moins remarquable, plus ou moins écarlate. Tout le monde a pu l'observer. Même si par moments, on entendait, grâce à certains bruits de couloir qui nous parvenaient, qui disaient qu'il y a des grincements de dents, des gens qui ne seraient pas contents, des mécontents. Somme toute, c'est qu'on a vu 4 ans de gestion dans la tranquillité, dans la sérénité, avec une équipe qui affichait, je vais dire, une forme d'osmose de ce qui nous parvenait à l'extérieur. Il y avait cette forme d'osmose, cette gestion plus ou moins partagée et qui a fait en sorte quand même que le foot béninois, sur les 4 dernières années, a plus ou moins traversé une période de stabilité fort remarquable. Mais Mokouton, quels ont été ces facteurs-là qui ont favorisé, n'est-ce pas, cette tranquillité-là de la Fédération béninoise de football, selon vous? Il n'y a qu'un seul facteur. Oui. Lequel? C'est qu'on a un pouvoir dirigiste. On a un régime dirigiste qui est là et qui surveille tout le monde. Autant qu'ils sont ces acteurs, Herman Mengan parlait tout à l'heure de clans de X, de clans de Z, ces clans continuent toujours d'exister. La preuve, quand vous voyez la composition du nouveau bureau, vous allez voir toujours ce clan de X, ce clan de Z, et qu'on a coopté certaines personnes dernièrement, et qui, selon les indiscrétions, d'autres seront encore bientôt cooptés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces clans existent toujours. Mais nous avons affaire, depuis 2016, à un régime dirigiste. Et quand vous faites face à un régime dirigiste qui tient tout le monde, excusez-moi, j'espère que les enfants ne suivent pas, par les couilles, écoutez, vous n'avez pas l'erreur, vous n'avez pas le droit à l'erreur, pardon, vous n'allez pas dans un sens contraire à celui qui serait venu du haut. Parce qu'il y a également ce facteur, quelqu'un dit, voilà, c'est ce que veut le chef de l'État, c'est ce qu'aurait voulu le gouvernement, même si, parce que tout le monde n'a pas accès au chef de l'État, tout le monde n'a pas accès à ce niveau-là. Donc, ce qu'on vous sait, c'est ça, vous bouffez. Que ce soit de la merde, que ce soit bien cuit, que ce soit pas bien cuit, vous avalez ça après et vous vous dites, bon, je n'y peux rien. Et donc, c'est le seul facteur, parce que vous les prenez tous autant qu'ils sont, comme le disait maman Rosine Soglo, paix à son âme, chacun a des cadavres dans son placard. Et donc, chacun ayant des cadavres dans son placard, chacun étant sur le marché, vous m'excusez de le dire également, gagnant des prestataires, chacun, il y en a qui sont des agents de l'État, des douaniers, ainsi de suite. Donc, vous voyez, si vous ne le faites pas, vous êtes broyé. La machine, elle est tellement dangereuse, elle est tellement huilée, que vous ne pouvez pas faire autre chose que ce que c'est. Donc, la calme, la stabilité, la tranquillité, l'apaisement que nous avons constaté ces 4 dernières années n'est dû qu'à cela. Sinon, sur le plan technique, sur le plan bilan, aujourd'hui, gestion football, nous savons tous, c'est pas Herman Amegan qui va me le dire, qui va me dire le contraire. C'est vrai, on va arriver tout à l'heure sur ce bilan-là. Nous savons tous que ce n'est pas ce que ça doit être. Mais
Parce que c'est quand même un gros bateau qui est là, qui peut te tomber dessus à tout moment et on t'écrase. Et à vie, c'est à vie. Donc, je pense que c'est justement ça qui a permis cette accalmie, cet apaisement pendant quelques temps. Est-ce que le retrait, pratiquement, de l'ancien président de la Fédération béninoise de football, je veux parler de Anjorin Moucharaf, a eu un impact sur cette tranquillité-là dont vous parlez tout à l'heure? Est-ce qu'il s'est retiré? On l'a forcé à se retirer. En fait, c'est de ça que je parle. On l'a forcé à se retirer. Il a eu envie. Et vous voyez, là, quand on voit sa dernière sortie, on constate que quand on lui a demandé, c'est comme, excusez-moi de le dire encore, c'est comme un chien qui était encagé, et après on ouvre la cage, et puis il est sorti. Vous voyez son enthousiasme, cette déclaration, vous sentez qu'il en avait envie. Mais on lui a dit, mec, il a encore l'appétit. Ouais, l'appétit était là, mais l'appétit était étouffé. On lui a dit, maintenant, tu te calmes. Et il est sorti, il a eu l'envie, il a commencé par parler. Et moi, je le dis, et écoutez, c'est peut-être la voix qui manquait, puisque Anjorin Moucharaf, c'est quand même quelqu'un. Donc, son retrait, c'était un retrait forcé. Il n'avait pas le choix. Comme je vous le dis, c'est un pouvoir dirigiste, c'est un régime qui est en place et qui dit ce qu'il faut faire, quand est-ce qu'il faut le faire. Si vous ne le faites pas, c'est que vous savez ce qui vous attend. Si je n'apprends rien à personne, chacun sait ce qu'il a eu quand il n'a pas voulu aller dans ce sens, que ce soit sur le terrain politique, que ce soit sur le terrain sportif. Parce qu'on peut même amener d'autres affaires dans le sport et puis vous faites. Donc je pense que ce retrait de Anjorin Moucharaf, il n'avait pas le choix. Et ça a apporté beaucoup d'aide. Il n'avait pas que lui. Il y avait Augustin Aranvoy-Blas qui, je peux le dire, ou bien je peux me tromper, nourrit toujours, je vais dire, une insatisfaction ou bien une trahison de la part de ces gars, parce que c'est quelqu'un qui est venu en 2013, mais déjà avec ce putsch en 2015, s'est senti tout le temps mis de côté, et il n'a jamais été remis à ce poste-là, juste 2 ans, alors sur 2 ans, bien un an, quelques mois, sur 4 ans qu'il avait au temps de l'ancien pouvoir. C'est ça qui a amené une autre crise. Quand je prends le camp d'Idavi, c'est quand même un autre camp qui était là, qui est resté silencieux. Donc, il y a des camps et des camps. Et même parmi ceux qui sont encore au pouvoir, il y a des camps. Il y a le camp de ceux qui sont au nord, qui nourrissent, c'est moi, on a un candidat. Mais tout ça est étouffé dans l'œuf. Parce que le pouvoir qui est là ne veut pas entendre un autre nom si ce n'est pas Mathurin de Chacus. Eman Rodrigue Amegan, nous allons parler cette fois-ci de l'équipe de football. Parce que c'est pratiquement, s'il y a un résultat, une bonne gestion à l'interne de cette fédération-là, les regards se tournent très souvent vers les prestations, n'est-ce pas, de l'équipe nationale de football. Aujourd'hui, 4 ans de gestion, est-ce qu'on peut être satisfait de la prestation de l'équipe nationale de football? Non, avec un gros N, non. Pourquoi? Non, parce que... 3 lettres en grand caractère. Si vous voulez, si vous voulez. Vous savez... il y a eu quand même des prestations qu'on peut apprécier. Oui, vous savez, autant d'accord, sur le plan de ce que je peux appeler géopolitique de notre football, on peut avoir des supputations, on peut faire des analyses, on peut même, je vais dire, aller presque dans la théorie du complot, dans la théorie de tout ce que vous savez. Autant sur le terrain, les résultats sont probants, les résultats sont clairs, c'est, je vais dire, alors là, mais c'est sans contestation aucune quand on met sur la balance les chiffres. Lorsque Mathurin de Chacus a cédé au pouvoir en 2018, en 2018, le Bénin venait de manquer de façon vraiment drastique la Coupe d'Afrique des Nations en 2017 avec cette débandade que nous avons connue à Bamako. À Bamako, Mali. Oui, grâce à Mathurin de Chacus, ou sous le magistère de Mathurin de Chacus, les écureuils sont allés à la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. On est passé en quart de finale. Mais c'est que, à la vérité, aujourd'hui, tout ça, on se rend compte que c'est la pluie cachée la forêt. Parce que 4 ans après, on a été incapable de nous qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations en 2021. La Coupe d'Afrique des Nations en 2021 dans un groupe qui, ma foi, j'estimais que c'était anormal que le Bénin ne puisse pas se qualifier. On est dans un groupe avec le Nigeria, la Sierra Leone et le Lesotho. Le Lesotho inconnu sur la carte du foot. La Sierra Leone qui n'a plus participé à une Coupe d'Afrique des Nations depuis plusieurs décennies.
pour moi, qui n'est même pas dans le top 100, le top 100 en quelque sorte des pays de football. Pour moi, le Bénin avait les moyens, en tout cas lorsque vous venez de faire quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations, c'est que vous avez les moyens de sortir deuxième de cette poule. On a trouvé le moyen de se faire éliminer par la Sierra Leone, on n'est pas allé à la CAN. On est passé à 2 doigts de se qualifier pour le second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde. On a fait 2 matchs, 2 défaites pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Donc, pas sûr pour l'instant. En tout cas, grosse incertitude sur la qualification du Bénin pour la CAN 2023. Au niveau de l'équipe nationale CHAN, on a été éliminé pour le CHAN qui s'est déroulé au Maroc. On est éliminé encore pour le CHAN à venir. Bien vrai, on est qualifié avec l'équipe nationale U20, évidemment, pour la Coupe d'Afrique des Nations qui va venir en Égypte. Mais c'est que, globalement, lorsque vous faites le bilan, c'est que le bilan, il est vraiment mitigé. Il est vraiment mitigé en ce sens que entre 2018 et 2022, combien de joueurs ont pu progresser pour avoir accès à l'équipe nationale Fanion? Vous remarquerez que c'est les mêmes noms qu'on cite depuis des années. C'est devenu quasiment comme une ligue fermée. Personne n'entre, personne ne sort. Tout ça, c'est assez, ça fait mal. Ça fait mal parce que on ne devrait en temps normal pas juger la gestion de Mathurin Tchakus sur l'équipe nationale A. Ouais. En temps normal. Ce n'est pas ça, ce n'est pas là qu'on l'attend. On l'attend dans la structuration de notre football. On l'attend dans la formation. On l'attend dans le championnat des catégories de jeunes. Dans notre championnat, aujourd'hui, on joue un championnat à 36 ou à 34, je ne sais plus. 36. À 36, situé dans 4 zones. Qui soulève beaucoup de questionnements. On n'a pas encore un championnat de jeunes. On n'a pas une direction technique nationale. C'est vrai, on a le pauvre Adolphe Ogouillon qui est livré, qu'il a le talent, parce que moi j'estime qu'il a le talent, qu'il a les compétences pour diriger une direction technique nationale, mais c'est qu'aujourd'hui, Adolphe Ogouillon, il est sans moyens, quand je parle de moyens, c'est en ressources humaines, ressources financières, ressources matérielles, ressources logistiques, et malheureusement, il n'exprime pas la plénitude de son talent. Et donc, clairement, lorsque vous regardez tout ça, c'est que vous vous dites même, on a passé 4 ans à caresser le nombril d'avoir été quart finaliste de Coupe d'Afrique des Nations. Alors qu'il y a des choses encore à faire. En clair, c'est ça. En clair, c'est-à-dire que tout le monde est enthousiaste parce qu'on est allé en quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations. Mais c'est que derrière, il n'y a rien. C'est vrai, on a un championnat régulier, certes. Mais ce championnat, est-ce qu'il nous permet aujourd'hui d'être compétitifs sur le continent? À l'évidence, c'est non. On a connu, c'est vrai, dans la foulée, ESAE qui est allé jusqu'en phase de poule. Mais le résultat, on l'a connu, hein, c'est 0 victoire en 6 matchs, je crois, un seul nul derrière. Donc, clairement, lorsque vous regardez tout ce bilan, vous vous rendez compte que le bilan, il est assez contrasté. Il y a eu des fulgurances, 4 finales, ESAE, les écuries U20 dernièrement. Mais derrière, vous vous rendez compte que il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais Mokouton, qu'est-ce qui a manqué à l'équipe nationale de garder quand même ce niveau après la qualification, l'historique qualification au quart de finale à la CAN passée? Qu'est-ce qui s'est passé réellement pour que l'équipe nationale, après cette CAN-là, se retrouve au bas de l'échelle? Ce qui a manqué, c'est d'abord l'humilité. L'humilité de nos dirigeants, que ce soit le gouvernement, que ce soit la fédération, que ce soit l'équipe elle-même. Quand je prends les joueurs individuellement, que ce soit, sans oublier, le Gotha du football béninois. En fait, on était enthousiaste et comme le disait Herman, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Je l'ai dit à qui veut l'entendre, cette historique qualification, en fait, c'est venu d'un mouvement de solidarité. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais c'est arrivé à... Vous voulez parler en 2019, un coup de hasard en quelque sorte? Pas un coup de hasard. En fait, il y avait une certaine soif. Je ne sais pas si il y avait une certaine soif. Le Bénin n'a plus jamais participé à une phase finale d'une coupe. Donc, il y avait une certaine soif. Regardez bien le dernier match contre le Togo ici. D'abord, le match contre l'Algérie. Est-ce que vous avez jamais vu le Bénin se mobiliser derrière son équipe? Ouais, donc il y a une certaine ferveur. Tout comme on le dit là, tout le monde était un. Tout le monde parlait d'une même voix.
c'est venu de nulle part cet accompagnement et ça a pris face à l'Algérie ce coup de rein de Stéphane Sessegnon. Personne ne pourra l'oublier. Et l'Algérie est passée à la trappe mais on a mis fin à une série d'invincibilité. Après le Togo avec Adebayor, ils sont venus pour se qualifier et ils sont passés à côté. Le Bénin s'est qualifié. Et quand on est allé à la phase finale, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris match par match, on n'a toujours pas gagné de match, mais on est qualifié comme cela devait se passer. On tire au but face au Maroc, on est en 8e, on passe en quart de finale. Mais après ça, on se dit, mais plus rien ne peut nous arriver. C'était tout comme si le Bénin pouvait jouer sans crainte aucune la France, gagner le Brésil, gagner les Three Lions, prendre le Cameroun, déchirer les lions indomptables, les éléphants, malgré leurs grosses pattes, leurs machines. Comme je disais, c'était un mouvement d'ensemble dans la période, une osmose qui a pris, et puis tout le monde a suivi, et comme on le dit, la nature également a béni, et c'était personne ne pouvait l'expliquer. La preuve aujourd'hui, tout le monde est dans l'étonnement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est parce que nos dirigeants, vous voyez, nos joueurs également ont commencé par se prendre la grosse tête. Celui qui ne doit pas rester au campement sort pour dire qu'il va suivre. Ça va passer, il joue déjà peut-être en Ligue 1. Un autre qui dit, bon, je dois être capitaine. Et puis, quand ce désordre-là, ce sont les avatars de la grosse tête que tout le monde a pris du retour de cette canne-là. Et donc, la structuration, c'est comme une ligue fermée, comme on le dit, c'est le même nom, Steve Mounier. Quoique lui, il reste quand même un top player dans cette équipe-là, il reste un cadre. On prend, comment je vais dire, Saturnin Alagbe, malheureusement, qui est à quel niveau aujourd'hui, Jodel Dossou, il est où aujourd'hui? Vous voyez, c'est les mêmes. Nous avons un championnat qui ne permet pas aux jeunes joueurs, aux joueurs locaux d'émerger. Quand c'est comme ça, vous voulez sentir quoi? Vous voulez remarquer quoi? Il n'y a pas un nouveau, il n'y a pas je vais dire un nouveau élément déclencheur. Il n'y a rien qui vienne. C'est du statu quo. Eman a su bien faire le bilan. En 3 matchs, on cherchait un but pour se qualifier à la CAN. Un but à Cotonou ici. À Lesotho, on cherchait un but. Et du côté de la Guinée, on cherchait un but. Un seul but nous qualifiait. Pendant près de 60 fois 3. Non, 90 fois 3. 190 minutes. Vous voyez? Donc, on n'a pas pu marquer un seul but. Qu'est-ce qui a manqué au Bénin à cette époque-là de marquer un seul but? La fois dernière, il a également parlé de ça. 2 sorties, 2 défaites. Il faudrait simplement que nous sachions que nous étions vus trop beaux. Il fallait redescendre des nuages. Et ce sont les résultats qui nous font descendre aujourd'hui. Parce que nous constatons en réalité que tout le monde tombe sur Moussa et Michel Dushier. Après c'est Moussa Latoundji. Écoutez, vous envoyez le mec à l'abattoir. Moussa Latoundji, un local, vous dites d'accord, vous voulez des locaux, non? Ok, on vous met un local à la tête de la sélection. Il est seul, sélectionneur national, il n'a pas d'adjoint. Je dis, il n'a pas d'adjoint. Bidé Jonas n'est que l'entraîneur des gardiens de but. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas d'adjoint. Il est seul. Alors que nous avons des sélections où il y a 1, 2, 3 adjoints. Un adjoint principal, un autre qui s'occupe des milieux de terrain, des défenseurs et un autre des attaquants. Quand vous n'avez pas cette structuration-là, vous voulez avoir quoi? Et donc, aujourd'hui, c'est normal qu'on se calque sur l'équipe nationale pour faire un bilan sportif de Mathurin Deschacus. Parce que tout le monde est focus sur cette sélection Fanillon. Ce qui est une erreur très grave. Regardez, dans quelles conditions, il y a 2 ans, les juniors, les U20, ont pu gérer ce tournoi qualificatif là à Porto Novo. C'était sans aucun moyen, sans aucune assistance de la fédération. Vous imaginez, la fois dernière, vous imaginez que n'eût été le staff technique qui s'était opposé, ces jeunes allaient parcourir près de 3000 km pour aller à Niamey pour jouer ce tournoi-là. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait avec l'équipe Chan la fois dernière, qui a fait 16 heures de route de Cotonou pour aller à Cape Coast. Vous imaginez, quand nous avons la gestion du football et nous, je vais dire, nous gérons le football, ce qui est pratique, nous le gérons comme ça là. Je pense qu'on ne peut pas avoir le résultat. Aujourd'hui, tout le monde est calqué, focus. Que ce soit le président de la fédération, que ce soit le ministre des Sports, que ce soit les cadres de la FBF ou du ministère,
quand la sélection Fagnon a match, tout le monde est là. Tout le monde, c'est que c'est tout travaux cessant parce qu'on se dit il y a plus de jetons là. Et malheureusement, aujourd'hui, personne ne gagne ces jetons puisque les résultats ne sont pas là. Quand les résultats sont là, tout le monde est là. Il y a tellement de techniciens. Oui, l'équipe a bien joué. Quand l'équipe ne joue pas, l'équipe ne gagne. C'est Moussa qui est mauvais, c'est un joueur. C'est vrai, chacun doit tirer leçon de ces échecs-là. Mais aujourd'hui, on comprend simplement que la fédération, permettez-moi de le dire, est passée à côté de ce qu'elle doit faire pour permettre quand même à une équipe nationale, Moussa Latoundji, ou que ce soit ou un sélectionneur qui doit venir, écoute, utilise ces pièces de rechange. Comment se fait-il que vous appelez Mathurin de Chacus avec votre comité, vous êtes resté là pendant 4 ans, vous avez été incapable de mettre les structures, les autres départements de la direction technique nationale. Alors que en 2018, quand il venait au pouvoir, c'était comme une promesse. Finalement, c'est Adrien Humbeyi qui a raison. Les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Mais c'est ce qu'on constate. Mais beaucoup de temps, Herman Rodrigue Amegan, pratiquement, on a trop de problèmes. Vous venez de soulever beaucoup de problèmes au sein surtout de l'équipe nationale. Quelles sont les solutions aujourd'hui qu'on devrait, n'est-ce pas, trouver pour permettre à ce qu'un jour, le Bénin se retrouve encore avec ce qu'on a connu, par exemple, en 2019 en Égypte? Non, je ne dirais pas qu'on a beaucoup de problèmes au sein de notre équipe nationale. Quand même, il y a quand même certains problèmes aujourd'hui qu'on soulève. Vous savez, c'est inhérent à toute élection. Hein. Tout à fait. Ce n'est pas inédit. Mais il faut quand même trouver des solutions à ces problèmes-là. Oui, vous savez, ce n'est pas inédit. Ce n'est pas comme si ce qui se passe aujourd'hui avec la sélection du Bénin ne s'est jamais produit ailleurs. En fait, les problèmes diffèrent d'une sélection à une autre. Les problèmes diffèrent juste d'une sélection à une autre. Sinon, c'est la routine dans les équipes. Le football, ce n'est pas le monde des bisounours. Ce n'est pas une pouponnière. Ce n'est pas des enfants qui vont là-bas. Donc, c'est un ensemble de personnes avec d'éducations différentes, venues de milieux différents, avec une histoire différente, avec des histoires différentes, j'allais dire, mais qui se mettent ensemble pour un but commun qui est donc d'honorer la patrie. C'est ça une sélection. Et donc, vous aurez affaire à gérer les égos, vous aurez à devoir gérer, je vais dire, les humeurs des uns et des autres, vous aurez à gérer tellement de choses au cours d'un rassemblement. Et si, en 2019, on est passé, les joueurs eux-mêmes n'ont eu de cesse de le rappeler, c'était parce qu'ils avaient cultivé des valeurs comme l'humilité, comme la solidarité, comme l'entraide. Vous savez, au sein de cette équipe en 2019, ils avaient l'impression que plus rien ne pouvait leur arriver, tellement ils étaient soudés, tellement ils étaient humbles, tellement ils ne se surestimaient pas parce qu'ils savaient leur niveau. Et c'est ça justement qui a fait la force, c'est ça qui a fait la valeur de cette équipe que tout le monde a pu découvrir à la CAN justement en 2019. Mais c'est que derrière, malheureusement, comme ça arrive, quand le succès nous vient dessus, nous tombe dessus au moment inattendu, c'est que on n'arrive pas forcément à garder la tête sur les épaules. Certains ont changé de club, ont découvert un autre niveau. Certains, justement, ont pu conquérir d'autres horizons. Et donc, clairement, à un moment donné, certains se sont vus trop beaux. Trop sportifs, trop compétitifs. Oui, mais écoutez, non, se sont vus trop beaux, ont pris la grosse tête. Il faut appeler un chat un chat. Et donc, clairement, ça s'est ressenti. À un moment donné, c'est qu'on a besoin d'un homme fort, quelqu'un qui puisse taper du poing sur la table et dire arrête, c'est bon, ça y est, tout le monde redescend sur terre. Ce que malheureusement, à mon sens, Mathurin de Chacus n'a pas su faire, puisqu'étant le président de la fédération béninoise de football, c'est lui qui allait quand même taper un coup de pied dans la fourmilière et dire mais écoutez, arrêtez. Fini la récréation. Fini la récréation. On n'a pas pu le faire, on a essayé de gérer. Regardez simplement. Comment est-ce qu'on a géré le cas Jodel Dossou quand il est venu au campement, qu'il a déserté le campement pour aller en Tchezo, faire quoi que ce soit. Vous voyez comment c'est allé dans de part et d'autre. On ne savait pas forcément, limite, Michel Duchuy qui avait pris la résolution de le virer du campement ou du rassemblement. Limite, il était pris en adversité parce que ça allait dans tous les sens. Jodel Dossou, même au sein de nos dirigeants, il avait des soutiens. Donc, clairement, lorsque c'est comme s'il manquait une voix autoritaire. Une voix autoritaire, exactement. Mais est-ce que cela voudra dire qu'il y a manque de leadership pour Mathurin de Chacus? Est-ce qu'il n'arrive pas à être autoritaire face à ces situations? Vous savez, Mathurin de Chacus, il n'est pas nouveau dans le sérail du football. Il n'est pas nouveau.
je crois depuis 2002, il est déjà dans les arcades. Dans les arcades. Il a été, on le sait, vice-président, il a été membre des différents comités exécutifs qui se sont succédés. Il a participé à la gestion de Anjorin Moucharaf quand il était donc président de la fédération. Je crois qu'il a participé aussi sous Augustin Envoy. Là, je ne sais plus si mes souvenirs sont bons. Bref, ce n'est pas un nouveau dans le sérail. Ce n'est pas un nouveau. C'est comme on le dit, c'est l'enfant qui connaît la maison. Plus ou moins. Plus ou moins. Sauf que lorsque vous prenez un personnage comme Moucharaf Anjorin, d'accord, qui est, je vais dire, comme lui-même le dit, il respire le football. Il maîtrise le football. Il connaît les rouages du football. Il a combattu pour le football, d'accord, dans notre pays. Lorsque vous prenez ces deux personnages, vous sentez qu'il y a un sachant et il y a un autre qui est peut-être, je vais dire, un passionné ou voilà, mais qui voit de loin, mais qui n'est pas vraiment très ancré dans la chose. D'accord? À un moment donné, forcément, ça vous joue des tours. C'est comme cela voudra dire qu'à un moment donné, on a manqué, n'est-ce pas, Anjorin Moucharaf, on s'est dit, sajection, d'accord, mais... Pas Moucharaf Anjorin, mais la mécanique intellectuelle qu'il y avait derrière Moucharaf Anjorin manque cruellement aujourd'hui à notre football. C'est clair, c'est une certitude. Au cours des 4 dernières années, le Bénin n'a jamais autant connu, je vais dire, des humiliations. Regardez ce qui s'est passé à... dernière minute pratiquement chaque fois. Moi, je ne parle même pas de ce qui se passe sur le terrain. Regardez ce qu'on a connu à Freetown, en Sierra Leone, avec la gestion des tests Covid, ce qui s'est passé par la suite à Conakry. On avait eu besoin d'hommes forts, de gens ancrés dans le système pour pouvoir déverrouiller ce genre de situation. Imaginez Anjorin Moucharaf qui siège au conseil de la FIFA, qui ne va pas pouvoir déverrouiller, je vais dire, des situations pareilles, c'est impensable, c'est inadmissible. C'est vite fait. C'est vite fait. Et lorsque vous voyez tout ça, vous dites qu'on a quand même été un peu faible, que le bureau exécutif, en tout cas le comité exécutif de Mathurin Chacus était un peu faible en termes, je vais dire, d'ancrage dans le système. Si vous permettez de m'exprimer de cette façon. Mais vous savez, on ne va pas s'appesantir que sur l'équipe nationale. D'accord? En 4 ans, on ne va pas dire que tout a été mauvais. Tout à fait. On a évoqué le volet équipe nationale. C'est vrai, on va revenir tout à l'heure sur le championnat national surtout. Tout n'a pas été mauvais. Donc, certes, l'équipe nationale a connu des hauts et des bas. On est passé sur, je vais dire, on a eu un ascenseur émotionnel sur courant alternatif. Et après, on essaie aujourd'hui de se refaire. Malheureusement, on ne va pas imputer la responsabilité aussi aux dirigeants. On manque de talent, on manque cruellement de talent, c'est une certitude. On n'a pas, je sais pas moi, on n'a pas d'artistes en milieu de terrain. On a été incapable, depuis que Stéphane Tchessayon n'est plus en sélection, on a été incapable de trouver quelqu'un qui puisse porter le leadership de l'équipe. Aujourd'hui, on n'a pas, nos arrières droits ne jouent pas en club, nos attaquants, on est incapable aujourd'hui de citer un seul écureuil qui est titulaire indiscutable dans son club. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, malheureusement. Ça n'existe pas. Ça, ce sont des choses qu'il faut dire. On a vu le mercato qui vient de se refermer le 1er septembre dernier. On a vu le mouvement des joueurs ivoiriens, des joueurs nigérians, des joueurs ghanéens, maliens et autres. Mais écoute, quand on vous dit qu'un écureuil a signé, c'est qui l'a signé en 4e division en France? Vous êtes scandalisé. Qu'en 2022, on continue de célébrer des gens qui signent en 4e division. Et malheureusement, on a de nos confrères aussi qui, à tue-tête, sans tête, a écrit à longueur de journée, a encensé parce qu'il a peut-être mis un but ou 2 buts. On manque cruellement de perspectives. C'est comme si on n'est pas trop en quelque sorte ambitieux par rapport à cette situation-là. Mais Mokouton, aujourd'hui, on constate, c'est comme si on est toujours en arrière par rapport aux joueurs professionnels où on est en division 4, division 5, à l'extérieur. Qu'est-ce qui a fait que depuis là, on n'a pas encore connu de grands joueurs dans de grandes équipes, dans de grands clubs à l'international? Mais c'est simple, il faut savoir préparer pour pouvoir bien manger. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire simplement que nous ne formons pas. Je ne sais pas si je parle mal, on ne forme pas. Quand vous prenez le Burkina Faso aujourd'hui, le Burkina Faso a quand même des centres de formation labellisés. Vous prenez le Mali, n'en parlons pas. La Côte d'Ivoire, c'est de ça qu'il s'agit. Le Sénégal. Le Sénégal,
n'en parlons pas. Vous voyez des Sénégalais qui sont dans des top clubs aujourd'hui, vous posez la question, mais ceux-là, ils ont quitté où? Des gens qui ont jugé, vu un joueur la fois dernière, 21 ans, Boubacar Traoré, de Metz, il a quitté un club au Mali. Au Mali, il est allé à Metz il y a 2 ans. Voilà le mec, il quitte Metz. C'est à la dernière minute du mercato, la fois dernière pour Wolverhampton, à 11 millions d'euros. Vous imaginez, voilà un joueur de 21 ans. Ici au Bénin, nous n'avons que des joueurs qui ont été formés sur l'État. Les quelques-uns qui sont encore là, dans des clubs, il faut savoir qu'ils ont fait. Peut-être Sifas qui... Personne n'avant va le dire, qui ne vit plus. Mais il y en a quelques-uns qui sont encore là, qui tiennent leur boss. Mais après ça, nous avons quel joueur aujourd'hui? Il est sorti de tel centre. Et voilà, vous voyez son suivi. Sa trajectoire. Vous sentez que c'est quand même quelqu'un qui a une courbe assez ascendante. Mais non, vous voyez, si ce n'est pas lui-même, il est assez pressé pour aller signer en Afrique du Sud ou bien aller au Maroc et il va là-bas finalement, c'est pour aller jouer la réserve de la réserve. Finalement, il redescend au Bénin pour jouer 2 saisons, 3 saisons, une blessure passe par là ou bien il engrosse une fille et c'est fini, sa carrière prend fin à ce niveau-là. Donc, si vous voulez avoir de grands joueurs, vous devez quand même avoir une structure qui forme ces joueurs. Et ça passe forcément par les centres de formation. Justement, voilà, nous sommes restés là. Pendant des années, nous n'en avons pas eu. Nous avons toujours eu des générations spontanées. Et nous continuerons pas à avoir des générations spontanées parce que nous n'avons pas de centre de formation assez digne du nom pour donner de la valeur, pour donner l'éducation de base en matière de pratique de football, cette éducation digne du nom à nos footballeurs. Et quand c'est comme ça, nous aurons toujours des résultats sporadiques avec un joueur qui, 1, 2, 3 saisons arrive à avoir des fulgurances, pas en Europe, mais plutôt au Bénin. Vous voyez, il a peut-être un agent ou bien un soi-disant agent qui lui trouve quelque chose et il va du côté de Bangladesh ou bien Ouzbékistan. L'essentiel, c'est de gagner au-delà de 100 000, 150 000, ce qu'ils gagnent ici, et c'est déjà, et tout le monde, ça crée déjà, nos confrères, on se demande déjà, est-ce qu'on va pas appeler celui-là qui est en Ouzbékistan? Il y a quel football en Ouzbékistan? Il y a quel football en Chypre où aujourd'hui, on nous vend des joueurs qui sont de l'autre côté, et tout le monde, nous savons où le football se joue aujourd'hui. Mais malheureusement, nous, aujourd'hui, dans le football, il suffit que quelqu'un aille signer dans un club au-delà de nos frontières ou bien en Europe ou en Asie et on suppose que c'est parce qu'il a un niveau qu'il aille là-bas. Je dis c'est faux, c'est archi faux. Et donc revenons à nos cours, revenons aux fondamentaux, c'est mettre en place des centres de formation. Je suis quand même ravi d'apprendre que la fois dernière que la fédération a mis en place un centre à Andali et que la rentrée prochaine ça doit avoir lieu. Il y a un camp de détection qui a été lancé. Malheureusement, le comité a été rapporté. On attend de voir cette sélection pour les tout nouveaux, je vais dire les tout nouveaux pensionnaires de ce centre. Et nous allons peut-être nous donner rendez-vous en 5 ans, en 10 ans, pour voir combien sur 15, sur 30 qui sont inscrits dans ce centre à partir de la date du 1er octobre 2022 ou bien du 1er janvier 2023, ceux-là, ce qu'ils vont devenir. Combien seront-ils à nous aider en équipe junior, en équipe, et je commence d'abord par les U17, parce que je crois que c'est la tranche, il y a plusieurs catégories, en U20, en sélection nationale locale et également en sélection nationale. Et quelle sera leur trajectoire au niveau de leur carrière? Parce qu'aujourd'hui, nos joueurs, eux tous, ils ne pensent qu'à la sélection nationale. Puisque c'est là où il y a les thunes, c'est là où il y a l'argent. Oubliant que la carrière d'un footballeur, ce n'est pas la sélection nationale. C'est beaucoup plus son club. C'est beaucoup plus un club. On a quand même des joueurs comme Stefan Effenberg, l'Allemand, qui n'a jamais joué du côté de la National Mannschaft. C'est vrai, c'est une affaire politique et familiale. Il a dit qu'il ne jouera pas. Mais il a été quand même un capitaine emblématique du club de Bayern Munich. Donc, quand je pense ça, je dis simplement, nos joueurs sont également assez minimalistes. Ils sont capables de penser que les 300 000 qui gagnent aujourd'hui suffisent pour gérer la vie. Et ils oublient que la carrière d'un footballeur, une toute petite blessure peut venir l'arrêter et c'est fini. Ils deviennent des charges, aussi bien pour leur entourage, pour leur propre famille, que pour ceux pour qui ils ont été employés. Donc je pense qu'il faudrait une renaissance dans la tête. Il faut un réveil. On est déjà assez loin de la réalité. C'est ça où moi je dis, la Fédération béninoise de football
a tellement de choses à faire que de penser à une sélection nationale. Parce que là, qui a complètement d'autres défis à relever. Il y a tellement de choses à faire que de penser à une sélection nationale. La sélection nationale, c'est absolument, je vais dire, la dernière des choses. Mais on vous dira que la sélection nationale, c'est la vitrine. Non, mais c'est cette la vitrine, mais vous savez... Derrière la vitrine, la sélection nationale, je vais dire, peut être en autopilote, c'est-à-dire pas en gestion, en termes de ressources humaines, mais en termes de structuration. Vous savez, une sélection nationale se regroupe combien de fois par an? Si c'est trop, c'est 5 fois par an. 5 fois. Si c'est trop, d'accord? Et donc, clairement, ça ne devrait pas... La machine doit être déjà là. On sait que quand les joueurs viennent, ils vont loger dans tel hôtel, il y a la structuration autour, il y a ci, il y a ça. Bref, on oublie, on pense à autre chose. En temps normal, la gestion de la sélection nationale ne devrait même pas être une réflexion, tellement ça devrait devenir mécanique. C'est-à-dire que la mécanique est là, le mécanisme, pardon, est là, et puis on en pense. Le moule est là, le moule est là, on est en autogestion. La fédération a tellement de choses à faire. Vous n'avez pas idée. Aujourd'hui, en 4 ans, les entraîneurs n'ont pas pu passer leur diplôme. On a juste fait dernièrement la licence DECAF, alors que chaque année, vous allez au Togo, vous allez au Burkina Faso, vous allez en Côte d'Ivoire. Les diplômes sont passés, les formations d'entraîneurs sont faites à temps. Les entraîneurs ont le temps de s'actualiser. Mais ici au Bénin, la dernière fois qu'on a passé un diplôme d'entraîneur, c'était en 2014 sous Augustin Enwebla. Sous Augustin Enwebla, je crois. Oui, c'est lui. Qu'on a passé un diplôme d'entraîneur. Et depuis 2014, on n'a plus jamais passé le diplôme d'entraîneur, à part la dernière fois où le DTN Adolphe Ogouin a fait passer, je vais dire, la licence DECAF. Et quand on vous dit DECAF, c'est l'initiation. C'est vous et moi. C'est le début. Vous et moi. En fait, on a envie de devenir entraîneur. On a eu des rêves de devenir entraîneur. Et puis bon, voilà, on commence avec la licence DECAF. Franchement, ça ne veut absolument rien dire. Donc, il y a ça, les formations d'entraîneurs. Il y a la direction technique nationale à structurer. Vous savez, j'ai eu la chance de piloter une production sur les 4 ans de Mathurin Tchakus. Et il a reconnu explicitement, il a dit que c'était un échec. Que c'est là où il a échoué. C'est là, effectivement, il a échoué, la direction technique nationale. Il a promis en 2018 en venant. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Et lorsque vous interrogez certains acteurs, ou lorsque vous interrogez certaines personnes très introduites dans certains milieux, on vous dira que ce n'est malheureusement pas du seul fait du Mathurin de Tchakus que la direction technique n'a pas été mise en place, mais parce qu'il y a aussi d'autres considérations, que ce soit politique, certaines personnes qui n'auraient pas voulu commettre telle personne, certaines personnes qui voudraient que ce soit des expatriés, et donc finalement c'est devenu, je vais dire, un conflit personnel. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui la direction technique, un directeur technique. Non, on a un directeur technique, on n'a pas une direction mais technique. Pas une direction technique, ce n'est pas structuré. Lorsque vous prenez le CV de Adolphe Ogouillon aujourd'hui, moi, ça me fait mal, d'accord, quand je lis certaines personnes ou quand j'entends certaines personnes dire du mal ou, je vais dire, mépriser Adolphe Ogouillon. Lorsque vous prenez son CV, le bonhomme, il a une licence UFAA. Quel entraîneur aujourd'hui, de tout le Bénin, je mets au défi, quiconque me sortira un seul nom, qui est titulaire d'une licence UFAA. La licence UFAA, c'est le sommet. C'est le sommet. Il est en train de passer. Non, il est en train de passer. Il a eu, d'accord, je crois, récemment, il y a quelques semaines, c'est un grade. Oumar Tchoumogo avait déjà la licence UFAA. Là où il est maintenant, il est au niveau du UEFA Pro. De UEFA Pro. UEFA Pro. Vous comprenez un tout petit peu. Je parle des entraîneurs sur le plan national, sur le plan local. D'accord? Cela voudra dire, lorsque vous voyez son CV, moi j'ai pris le soin, le temps de lire ligne par ligne. Où est-ce qu'il a exercé? Qu'est-ce qu'il a fait? Et lorsque vous voyez ce monsieur, vous voyez que son CV est assez structuré. Il a été dans des équipes de féminines, il a été de football féminin. Il a fait Nantes, il a fait Toulouse, avec des équipes de catégorie de jeunes. En fait, c'est quelqu'un qui connaît. C'est un connaisseur, c'est un sachant. Mais aujourd'hui, on est là, on le méprise limite parce que peut-être il n'est pas blim-blim, parce qu'il n'est pas ostentatoire, parce qu'il n'apparaît pas en costume cravate, ou parce qu'il a son style qui ne cadre peut-être pas avec nos aspirations. Ça fait partie aujourd'hui des mots qui minent le football. Ça fait partie des mots qui minent notre football. Structurons notre direction technique nationale. Mettons en place des structures de formation. Vous savez, développer le football, c'est pas compliqué. Et il y a un pays aujourd'hui qui est un exemple en la matière. Mais alors là, un gros exemple en la matière qu'on peut aller copier, c'est la Mauritanie.
c'est la Mauritanie. Et lorsque vous voyez les Mourabitoun aujourd'hui, vous voyez la structuration qui a été mise en place, clairement derrière les résultats suivent. La sélection qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations, la sélection qualifiée pour le CHAN. Franchement, vous voyez les équipes qui commencent par, je vais dire, connaître des participations plus ou moins peu ou prou honorables lors des compétitions de clubs sur le continent. Vous avez vu par exemple que le club qui a éliminé Nouadhibou, le FC Nouadhibou, qui se qualifie régulièrement maintenant pour les compétitions africaines. Donc, clairement, la Mauritanie est un exemple célébré de tous. On peut prendre l'exemple sur la Mauritanie et amorcer le développement de notre football. En 4 ans, vous permettez, et j'en aurai fini, en 4 ans, Mathurin Tchakouche, comme je vous l'ai dit, n'a pas, enfin, n'a pas démérité. N'a pas démérité, pas du tout. Il y a eu de très bons aspects sur lesquels on a progressé. Le foot féminin, par exemple, avant 2018, c'était quasiment un néant. Les championnats nationaux féminins se jouaient sur peut-être une compétition ou deux pour pouvoir griller la ligne budgétaire. Mais aujourd'hui, on a un championnat national régulier qui se déroule sur 9 mois, calqué sur le modèle masculin, avec des filles aujourd'hui qui ont commencé par émerger. Pour moi, c'est un gros mérite. On a vu nos filles U20 aller défier le Maroc. On est passé de très peu, sinon on serait peut-être à la Coupe du Monde des moins de 20 ans avec le sélectionneur Abdel Zerou. On a vu notre équipe nationale battre le Togo. Il y a quelques mois en arrière, le Togo, on prenait de l'eau face au Togo. On a vu tenir tête au Burkina Faso alors que ces deux sélections étaient à la dernière Coupe d'Afrique des Nations féminines. Donc ça voudra dire que si on travaille, nous aussi on peut aller de l'avant. On a vu des joueurs quitter notre championnat là et aller signer en France. On a vu Aude Bédissi qui est parti d'ici, on a vu Noélie Amouzou qui est parti d'ici, et tout récemment Nadège Atanfleto qui a signé en Tanzanie avec les Yanga. Yanga, on sait ce que ça représente pour le foot tanzanien. Donc clairement, sur ce volet foot féminin, honnêtement, ça franchement, il faut le reconnaître à Mathurin Tchakouche, on a évolué, on a fait des pas de géant. Aujourd'hui, et beaucoup l'accordent à dire, on est presque au même niveau que le Togo. On peut rivaliser d'ardeur franchement avec le Togo aujourd'hui. Et si on travaille beaucoup plus, on peut déjà commencer par viser le Burkina Faso, qui dans la sous-région ouest africaine est l'une des sélections qui est en train de monter en puissance. On va, vous avez beaucoup parlé, je vous ai accordé pour 2 minutes. Absolument. On va essayer, c'est vrai, le temps est parti visiblement vers sa fin. On va dire un mot sur le championnat national. C'est vrai que il y a beaucoup de polémiques autour de ce championnat. Tantôt on dit à la fin on connaît le champion mais on ne voit pas le trophée. C'est vrai que par le passé il y a quelque chose. On a quand même fait quelque chose par le passé pour le dernier championnat. Mais aujourd'hui, vous avez rappelé ça tout à l'heure, on trouve un championnat où on parle de plus de 36 clubs autour du championnat de première division. Qu'est-ce qui arrive pour qu'on en arrive là? Je vous pose la question. Nous sommes à l'aide des réformes. Mais comme on le dit, toute réforme n'est pas systématiquement bonne. Et moi, je l'ai dit partout, je passe ce type de championnat, c'est sorti de nulle part. Et on ne peut pas copier ce qui se fait en NBA et en basketball et ramener ça au football. Qu'est-ce que la fédération vise en faisant ça? En réalité, ce n'est pas la fédération. C'est pas la fédération, c'est le ministère qui a proposé ce format sous la direction du conseil technique, du spécial conseil technique Jean-Marc Adjovi-Bokor. C'est lui qui est initiateur de ce format et calqué sur le modèle de la NBA et proposé à la fédération. Et comme on le dit, c'est le gouvernement et puis tout le monde suit ce que le gouvernement dit quand même. C'est ça. On a demandé, ils se sont dit, nous allons le faire. Nous allons faire une expérience pour voir ce que ça va donner. La deuxième année, oui, c'est la deuxième année. La deuxième et dernière année, on l'a fait. Non, bon, maintenant, c'est la troisième et dernière année. Mais moi, je pense franchement que, excusez-moi, c'est une bêtise, ce format de championnat. Je pense que c'est le nivellement par le bas. Parce que, quoi qu'on dise, Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, dans tous les pays où c'est structuré de la sorte, je vous assure, on connaît la place de chacun. Quand tu es un joueur de Ligue 3 et tu arrives à monter pour venir en Ligue 2, on sent que soit il y a eu progression, soit si tu descends de la Ligue 1 pour devenir en Ligue 2, ça veut dire que toi, tu n'as pas progressé. L'autre chose, vous prenez des clubs aujourd'hui, et je vais prendre des clubs simples pour qu'on puisse comprendre. Je prends un club comme Adidja, qui est un club
de la Ligue 2. La dernière année, Adidja s'est battu pour se qualifier pour la Super League Pro. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On constate simplement que Adidja a joué les derniers rôles. Aucune victoire lors de la Super League Pro. C'est le niveau de Adidja. Éternel était avant-dernier. C'est quand même le niveau de Éternel. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Quand je prends d'abord la Ligue Pro, vous voyez, il y a Sita Tunga, le club de Calavi, qui a quitté la Ligue 3 directement et est monté en première division. Parce que la Ligue Pro, c'est la première division. En première division, ils n'ont gagné aucun match si ce n'est pas la toute dernière ou bien les 2 derniers matchs avant, pour la Ligue, pour la phase de la Ligue Pro. Ça veut dire que le niveau était... Ils étaient à un niveau où ils ça jouait, mais il y avait un manque d'expérience et ils passaient à la trappe. Imaginez, pas extraordinaire, que ces clubs-là se qualifient pour une compétition africaine. Ce serait la razzia face aux adversaires. On va dire, mais c'est quoi ce niveau-là? Moi, je pense franchement que, comme je le dis, c'est une connerie. On doit revenir au modèle. Qui doit revenir à ce modèle? C'est la fédération qui doit dire, revenons à ce modèle. Mais comme nous sommes dans un système où personne ne parle, tout le monde doit faire ce qui vient de nous. Je pense qu'on doit continuer comme ça jusqu'à un moment donné. Eman Amega, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, de ce numéro de Free Speech. Si vous avez quelque chose à dire de façon globale par rapport à la fédération pour les 4 prochaines années surtout. Mais avant, vous me permettrez rapidement de dire un mot. Allez-y, quelques 10 secondes. Vous savez, lorsqu'on vous explique le modèle du championnat, le business plan qui accompagne ce format de 36 équipes, franchement, c'est un modèle assez intéressant, d'accord, en termes de business plan, en termes de rentabilité et en termes de structuration. C'est un modèle assez intéressant. Mais sur le plan sportif? Même sur le plan sportif aussi, parce que lorsque c'est structuré par zone, vous avez pratiquement tous les week-ends des derbies lors de la Ligue Pro. C'est-à-dire que lorsque vous prenez la zone, par exemple, du Nord, vous avez les Buffles, vous avez les Panthères, vous avez Dynamo de Parakou, vous avez Real Sport de Parakou. En tout cas, vous avez toute l'armada venue du Septentrion, d'accord? Quasiment chaque week-end, c'est que vous n'avez que des derbies. Or, on sait qu'un derby est plus difficile à jouer qu'un match simple. Un derby, c'est beaucoup de débauche d'énergie, c'est toute la charge émotionnelle qu'il y a autour. Et aussi en termes de rentrée, billetterie et tout ça, machin, c'est beaucoup d'argent. Donc, clairement, le business plan est surtout bien établi, surtout que le gouvernement a dit qu'il faut que les structures étatiques puissent commencer par investir dans le football, même si là encore, il y a beaucoup de choses à dire. J'espère qu'on va venir faire une autre émission par ici pour parler de ce modèle qui n'est visiblement, ou qui est en train d'être, d'être corrompu. Bref, pour moi, le championnat en lui-même, enfin, le modèle, pour moi, il pose pas problème. Pour moi, il pose pas vraiment problème. Mais c'est que derrière, vous avez l'impression qu'il y a le club des riches. Il y a le club des pauvres. Il y a le club des pauvres. On va. Tant que ce sera comme ça, on va pas vraiment progresser. Et pour finir, sur les 4 prochaines années, les axes de progression de la Fédération béninoise de football, pour moi, c'est la formation. Mettre en place les structures de formation, en tout cas en complicité ou en concomitamment avec les responsables des structures, des clubs et autres. Mettre en place et structurer la direction technique nationale. Et enfin, asseoir une administration je vais dire, intéressante au niveau de la fédération. Aujourd'hui, l'administration de la Fédération béninoise de football est catastrophique. Et pour moi, il va falloir mettre en place ce qu'il faut. Aujourd'hui, la fédération n'a pas un site web. Aujourd'hui, la fédération n'a pas une page Facebook, ou du moins a une page Facebook qui n'est pas très animée, avec un community manager d'une autre époque. Vous savez, lorsque vous prenez rien, ce n'est que basique. Et lorsque vous prenez tout ça, vous dites que ça manque malheureusement. Merci Eman Rodrigue Amegan, vous êtes journaliste à la télévision nationale. Merci également à Memo Couton d'avoir accepté notre invitation. Le problème du football béninois, c'est vrai que c'est énorme, avec des difficultés, quand même des solutions que vous venez de proposer. On vous promet de vous inviter encore pour parler spécifiquement du championnat béninois, surtout avec le format qui se développe aujourd'hui. Je vous promets, on va vous recevoir encore sur ce plateau avec le même Cassine. Merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite un bon retour. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de Free Speech consacré au football béninois. On vous retrouve très prochainement pour un autre numéro de Free Speech. À bientôt.